Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Une revue de la presse que nous allons débuter par les enquêtes liées au Premier ministre et à sa famille. Le Premier ministre a été interrogé hier matin pendant 4 heures par les enquêteurs de la police israélienne. Parallèlement, les enquêteurs ont également interrogé Sarah Netanyahou et leur fils Yair. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que Sarah Netanyahou a refusé la confrontation avec celui qui était le conseiller de presse de la famille Nir Refet, qui est entre-temps, on le sait, devenu témoin à charge. C'est le Yediot Aharonot qui l'annonce ce matin en manchette, en première page. Le Yediot cite Yair Netanyahou qui a déclaré aux enquêteurs « Je voulais simplement que l'on ne dise pas de mal de ma mère dans le site Voilà. Je ne vois pas où est le problème. » Même son de cloche de la part de Sarah Netanyahou. « Quel est le mal à vouloir que l'on cesse de dire du mal de nous ?» a déclaré l'épouse du Premier ministre aux enquêteurs. Et lorsque les enquêteurs lui ont demandé pourquoi elle avait effacé de son portable certains messages qui avaient été envoyés, en particulier par des proches de Shaul Alovitz, même l'épouse de Shaul Alovitz, eh bien, elle a répondu qu'elle avait besoin de place dans son téléphone, tout simplement. Et à l'issue des entretiens, le Premier ministre, de ces entretiens, donc à l'issue, donc de ces interrogatoires, le Premier ministre semble être resté plutôt optimiste. Monsieur Netanyahou aurait, pour sa part, formellement repoussé les accusations contre lui faites par les enquêteurs. Après ma rencontre avec les enquêteurs de la police, je peux le dire avec assurance, il n'y aura rien, car il n'y a rien, a affirmé le Premier ministre sur son site Facebook hier. Et le plus étonnant, c'est que peu après avoir terminé son interrogatoire avec les enquêteurs de la police en sa résidence de la rue Balfour à Jérusalem, M. Netanyahou est retourné à son bureau et il a reçu successivement les chefs de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et allemande, Heiko Maas. Au cours de ces entretiens, il a été essentiellement question de la menace iranienne pour M. Netanyahou. Le temps passe et nous savons que le président Trump prendra sa décision prochainement. Il s'agit d'une décision que le président doit prendre le 12 mai prochain à propos de l'accord de Vienne. Mes interlocuteurs ont voulu connaître notre position face à cet accord, a expliqué le Premier ministre. Tous les quotidiens et les journaux télévisés d'hier soir insistent sur les préparatifs importants au sein de Tsahal en perspective de la fameuse marche du million qui est prévue par le Hamas dans la bande de Gaza ce vendredi à l'occasion de la journée de la Terre. Selon les estimations, ce sont plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens qui vont se diriger vers la barrière de sécurité qui sépare Gaza du territoire israélien, et l'on craint au sein des forces de sécurité que ces Palestiniens forcent cette barrière et pénètrent en territoire israélien. Le Israël Hayom titre ce matin « L'objectif sera d'éviter toute dégradation de la situation ». Comment ? Eh bien, selon le journal, Israël serait actuellement en contact étroit avec l'Égypte et la Jordanie afin de tenter d'apaiser la population palestinienne. Ni Amman ni le Caire ne souhaitent en effet de dégradation dans la situation de la région et autour des prochaines dates historiques que sont le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël et le 14 mai, date du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Yoav Limor, l'expert sécuritaire du Israël Hayom, estime qu'il faudra que les forces de sécurité déjouent toute infiltration massive des Palestiniens de Gaza tout en faisant montre d'une certaine retenue, ce qui ne sera pas chose facile. Les journaux israéliens reviennent également sur ce qui était le titre majeur d'hier, à savoir le déclenchement des systèmes de protection d'hommes de fer et alerte rouge dans la nuit de dimanche à lundi, dans le pourtour de la bande de Gaza. Il s'avère que, selon l'enquête des forces de sécurité, que ces systèmes de défense se sont actionnés presque automatiquement à cause des tirs de mitrailleuses lourdes palestiniennes dans la bande de Gaza, et ce dans le cadre d'une sorte de manœuvre militaire du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. Pour justifier ces tirs de dizaines de missiles israéliens qui se sont déclenchés alors qu'il n'y avait pas de missiles palestiniens en l'air, on affirme au sein de Tsahal que le système est programmé de telle sorte que l'on ne prenne pas le moindre risque et que même si cela risque de coûter des sommes importantes, mais les habitants israéliens du pourtour de Gaza, eux, n'ont pas du tout apprécié d'être réveillés par ces alertes rouges, par les salves de missiles du dôme de fer tirés en l'air sans la moindre cible. Cela nous porte un sérieux préjudice, ont-ils affirmé, et il est difficile de se lever le matin après une nuit d'anxiété comme celle-là. Fin de citation.
Le Yediot Aharonot a organisé un sommet tout à fait particulier à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, également accessoirement à l'occasion de la fête de Pessah. Il a en effet réussi à rassembler 6 anciens patrons du Mossad israélien. Il s'agit de Shabtai Shavit, 78 ans, Ephraim Halevi, 83 ans, Dani Yatom, 73 ans, Tamir Pardo, le plus jeune, puisqu'il était l'ancien patron du Mossad il y a encore 2 ans, qui n'a que 65 ans, Nahum Admoni, 88 ans, et le doyen Tzvi Zamir, qui a 93 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces experts, ces anciens patrons des services secrets israéliens qui ont consacré leur vie à la sécurité de l'État d'Israël ne sont pas particulièrement optimiste pour son avenir. Il déplore la crise de leadership en Israël, et lorsque le Yediot écrit cela, il parle bien entendu de Binyamin Netanyahou. Nous sommes sur une pente glissante, affirme Dani Yatom, qui fut le chef du Mossad dans les années 90. Shabtai Shavit affirme qu'en tant que responsable des services de renseignement, notre responsabilité est de prévoir l'avenir, mais affirme-t-il aujourd'hui, je suis incapable de savoir vers où l'État d'Israël se dirige et quel État d'Israël je laisserai à mes petits-enfants. Ephraim Halevi critique nommément Binyamin Netanyahou. Pas de doute, M. Netanyahou est très intelligent, mais le lien entre sa gestion des affaires de l'État et son besoin de couverture médiatique est problématique, affirme Ephraim Halevi. Bref, de cette conversation avec les anciens patrons du Mossad, on ne ressort pas seulement inquiet, mais également assez déçu. Les quotidiens israéliens se font l'écho des données dont nous venons de parler avec Jacques Bendelag, des données rendues publiques hier par l'administration civile israélienne qui s'occupe de la Judée et de la Samarie. Le vice-directeur de l'administration civile, le colonel Uri Mendes, a fourni aux membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset des données qui paraissent préoccupantes. Il y aurait aujourd'hui entre la Méditerranée et le Jourdain une parité totale entre le nombre de juifs et le nombre de musulmans, environ 6,5 millions de chaque côté. Comment le colonel Mendes est-il arrivé à 6,5 millions d'habitants musulmans? Selon lui, il y aurait actuellement autour de 2,7 à 2,9 millions Palestiniens en Judée et en Samarie, auxquels il faut rajouter les 300 Palestiniens de l'Est de Jérusalem, donc un peu plus de 3 millions, auxquels il faut rajouter environ 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, donc autour de 5 millions, et à cela on rajoute environ 1,7 million Arabes israéliens, donc soit entre 6,5 millions et 6,7 millions d'Arabes musulmans entre la Méditerranée et le Jourdain, mais tout le monde ne partage pas ces données. Le Israël Hayom affirme en effet d'abord que l'administration civile n'a pas les moyens de fournir des données précises sur la population palestinienne dans les territoires et que par conséquent elle se base sur des enquêtes réalisées par des instituts palestiniens qui naturellement ne sont pas, en tout cas selon le Israël Hayom, véritablement objectifs et ont un intérêt réel à prouver qu'il y a bel et bien plus de Palestiniens que dans la réalité. Le Israël Hayom souligne également que ces données font abstraction de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui ont quitté les territoires vers l'étranger au fil des ans, et même le Yediot Aharonot titre ce matin des données controversées. Avi Dichter, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense de la Knesset, a tout de suite émis des réserves par rapport à ces données. Il a souligné que selon ces données, la population arabe de Judée et de Samarie aurait triplé en 25 ans, ce qui est absolument impossible selon le taux actuel de natalité des Palestiniens. Si c'est le cas, dit Dichter, il faut faire entrer cette donnée dans le livre des records de Guinness. Les quotidiens et les sites d'information citent les responsables de la gauche israélienne qui, eux, adhèrent à ces données et s'en servent pour affirmer que si l'on ne va pas vers une solution à 2 États, c'en sera fini pour le rêve sioniste d'un État juif. Soit l'État d'Israël sera un État d'apartheid, soit il ne sera plus un État juif, ont déclaré les responsables de la gauche israélienne. Quant à Ahmed Tibi, le député arabe israélien, il s'est félicité de ces données et a affirmé que le jour où l'État d'Israël aura un premier ministre arabe approche. Les sites d'information et certains des journaux annoncent que le président de l'État et la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, se sont rencontrés récemment pour débattre des conditions d'attribution d'une amnistie massive de la part du président de l'État pour certains détenus israéliens, et ce à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Les premières conclusions sont que les détenus qui seront prioritaires pour obtenir une telle amnistie sont ceux qui auront été victimes de harcèlement sexuel entre autres, qui les a conduits par exemple à agir contre leur assaillant. Les amendes en argent seront réduites et les casiers judiciaires des soldats qui ont été reconnus coupables d'infractions, eux, seront annulés, bien entendu,
au cas par cas. C'est ce qui a été convenu donc récemment entre le président Rivlin et Ayelet Shaked. Et puis le Israël Hayom se fait l'écho de ce qu'il appelle la protestation des rabbins. 200 rabbins de la mouvance sioniste religieuse ont rédigé récemment une pétition dans laquelle ils protestent contre le comportement de Tsahal qui, selon eux, fait de plus en plus de difficultés envers le public sioniste religieux, entre autres pour dispenser les jeunes filles religieuses de services militaires, mais également pour permettre à des soldats israéliens sionistes religieux de servir dans des unités qui ne sont pas des unités mixtes, dans des unités combattantes qui ne sont pas mixtes. Dans cette lettre, les rabbinim appellent leurs élèves à rester forts et solides contre toute tentative d'accentuer la mixité dans les unités combattantes de l'armée israélienne. Nous déplorons que notre armée, qui nous est si chère, agisse ces derniers temps conformément à une approche ultralibérale qui entrave sa mission essentielle, à savoir la défense et la protection de la population face à nos ennemis. Ces rabbins appartiennent pour beaucoup, il faut le souligner, à la tendance chardalite, ce que l'on appelle chardalite en Israël, Haredi Léomi, la tendance la plus religieuse et scrupuleuse dans le respect des mitzvot au sein du mouvement sioniste religieux, une tendance qui est conduite par le Rav Tzvi Tao, Rosh Yeshiva de Har Hamor. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne de ce matin à l'approche de Pessah avec une découverte archéologique récente dans le Ophel, à proximité du mur occidental, et en particulier à proximité du Kotel Adromi, la façade sud du mur d'enceinte du Beth Amikdash. Les archéologues ont récemment découvert dans une grotte des pièces de bronze qui datent de l'époque de la révolte juive contre les Romains, une époque entre les années 66 et 70 après donc Jésus, de l'ère chrétienne, puisque et donc il s'agit de cette période autour de la destruction du temple. Alors sur certaines de ces pièces, on trouve une inscription pour la liberté de Tzion, et cette inscription laisse penser qu'au début de la révolte, donc les combattants juifs avaient effectivement l'espoir de vaincre l'occupant romain, mais plus on avance dans les années, plus les pièces frappées à cette époque reflètent l'inquiétude, voire même le désespoir des combattants juifs, puisque dans les pièces datant de l'année du Khorban, c'est-à-dire 70 de l'ère chrétienne, bien il est écrit pour la délivrance de Tzion, Geulat Tzion, et non plus pour la liberté, ce qui laisse penser donc le changement d'approche de ces mêmes combattants face à l'occupant romain. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le député des Français de l'étranger de la 8e circonscription, Meir Habib, député UDI. Nous parlerons avec lui bien entendu de l'assassinat de Mireille Knoll et Meir Habib qui est très impliqué bien entendu dans l'affaire et qui suit cette affaire de très près. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.